Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Avez-vous déjà eu l'impression de tout savoir? Nous ne parlons pas d'être un expert en physique nucléaire, d'écrire des histoires comme Shakespeare ou de pouvoir citer Wikipédia par cœur. Nous voulons dire avoir ce sentiment que votre vision du monde est complète et très précise. Mais si on vous disait que certaines des choses que vous pensez être réelles ne sont qu'un mythe et que nous en avons des preuves, auriez-vous peur de découvrir la vérité? Vous êtes sûrement curieux de savoir. Alors, avant de commencer, voici la question du jour. Elle se déshabille quand il fait très froid. Qui est-elle? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. La Grande Muraille de Chine. Une des merveilles du monde. Un monument que tout le monde devrait visiter. Un chef-d'œuvre d'architecture ancienne et une véritable réussite. La Grande Muraille de Chine est tout cela et bien plus encore. Sa longueur est de 21 196 km et a été construite il y a plusieurs siècles. On croit que la Grande Muraille de Chine peut être vue même de l'espace. Cependant, la NASA affirme que le monument est à peine visible de l'orbite terrestre basse et seulement dans des conditions climatiques parfaites, et cela comme n'importe quel autre grand monument artificiel en général. Certains croient que la Grande Muraille de Chine peut être vue de la surface de la Lune à l'œil nu. Cette idée est apparue pour la première fois en 1754, c'est-à-dire bien avant que les gens puissent voir la Terre depuis notre satellite. En fait, la largeur de la Grande Muraille vue de la Lune serait la même que celle d'un cheveu humain vu d'une distance de 3 km, c'est-à-dire que vous ne la verriez pas. Par conséquent, quiconque veut voir le mur de ses propres yeux devrait voyager en Chine et non sur la Lune. Mais bientôt, il n'y aura plus rien à voir ici. Bien que certaines parties du mur au nord de Pékin soient des destinations touristiques proches, ont été préservées et même réparées, dans de nombreux autres endroits, le mur est en très mauvais état. Les pierres des murs ont été utilisées pour construire des maisons et des routes et ont tout simplement été volées par des vandales. Certains des briques empruntées par des villageois ont des mots chinois gravés dessus. Selon les scientifiques, ce sont des artefacts historiques inestimables, mais ils sont vendus 7 $ ou 8 $ sur le marché du village. Un rapport de 2012 de l'Administration nationale du patrimoine culturel indique que 22% de la Grande Muraille de Chine a tout simplement disparu et que la situation s'aggrave chaque année. De nombreuses sections sont faites d'argile plutôt que de briques et de pierres, ce qui les rend plus vulnérables à l'érosion. Les vents, la pluie, les touristes et la population locale sont quelques-unes des causes de la destruction rapide du mur. La photo de Nessie. L'une des légendes les plus célèbres est peut-être l'histoire du monstre de Loch Ness. La première mention de la mystérieuse créature vivant dans les eaux du Loch Ness remonte au 6e siècle de notre ère. L'ouvrage La vie de Saint Columba parle du triomphe du saint sur une bête aquatique dans la rivière Ness. Un peu de folklore médiéval et une pincée de légendes celtiques et maintenant, il y a des gens qui prétendent avoir vu le monstre de leurs propres yeux. Une fois que les caméras sont devenues populaires, il y avait aussi des preuves documentaires. La soi-disant première photo de la créature aurait été prise par le docteur Robert Kenneth Wilson. La photographie représente l'image du reptile préhistorique que les gens avaient à l'époque. Selon le photographe, la photo a été prise par accident. Wilson a dit qu'il regardait le lac quand soudain il a vu un monstre. L'homme a immédiatement saisi son appareil photo et a pris 4 photos. Seules 2 photographies se sont bien déroulées, mais une seule d'entre elles s'est fait connaître dans le monde entier. Elle est encore souvent utilisée comme preuve de l'existence de Nessie, car elle a été prise en 1934 quand Photoshop n'existait pas encore. Pendant 60 ans, la photographie a été considérée comme authentique, bien que beaucoup doutent encore de l'existence de Nessie. Mais en 1994, la vérité a éclaté. Il s'est avéré que la créature était un sous-marin jouet construit par Chris Perling, le gendre de Marmaduke Wettrell. Ce dernier a été ridiculisé publiquement par son employeur, le Daily Mail, après avoir découvert des empreintes de pas de Nessie qui se sont révélées fausses. Pour se venger du journal, l'homme et ses complices ont fait une maquette de Nessie, en ont pris plusieurs photos et les ont envoyées à la rédaction. Et les journaux y ont cru ainsi que le reste du monde. Les pyramides et les esclaves. L'Égypte ancienne est un sujet qui attire toujours l'attention des scientifiques et des gens ordinaires, quel que soit leur âge. Vous pouvez facilement trouver un adolescent passionné par les pharaons ou une vieille femme qui sait tout sur les pyramides. En parlant de pyramides, la plupart des gens croient que la main-d'œuvre principale dans leur construction était des esclaves. En fin de compte, pour construire quelque chose d'aussi gros qu'une pyramide, il faut beaucoup de gens prêts à travailler jour et nuit, peut-être même sans week-end ni vacances.
Pas étonnant que les scientifiques du 19e siècle croyaient que les pyramides étaient construites par des esclaves. Néanmoins, au 20e siècle, on pensait que seule une petite partie de la société travaillait sur le site. Plus précisément, plusieurs milliers d'ouvriers et d'architectes professionnels. Comment ont-ils pu créer ces énormes structures? C'est un mystère. En réalité, c'est toute la population en bonne santé du pays qui a travaillé sur les pyramides. En d'autres termes, une partie de la société a construit les pyramides, tandis que l'autre a participé également. Par exemple, ils ont fourni aux constructeurs tout ce dont ils avaient besoin, leur ont préparé à manger. Certaines personnes étaient impliquées dans la sécurité. Certains d'entre eux ont participé à des longues expéditions pour obtenir de la pierre et du métal. Aucun pays au monde n'aurait eu assez d'esclaves pour tout faire d'un coup. Le procès des sorcières de Salem. Les histoires de chasse aux sorcières sont toujours racontées de la même façon. L'accusation, le procès inique et la mort terrible sur le bûcher. Apparemment, c'était leur façon de se débarrasser du mal. Peut-être l'un des procès de sorcières les plus célèbres est celui de Salem. C'est loin d'être le seul en Amérique, mais c'est cette série d'audiences tenue entre février 1692 et mai 1693 qui devint la plus célèbre. C'est parce que c'était la chasse aux sorcières la plus meurtrière de l'histoire nord-américaine. Il est également connu comme l'un des cas les plus célèbres d'hystérie de masse. Plus de 200 personnes ont été inculpées, 30 condamnées, dont 19 ont été exécutées et au moins 5 mortes en prison, toutes des personnes qui n'avaient commis aucun crime. Mais si vous imaginez qu'il y avait beaucoup de feux de joie dans cet endroit, alors vous avez tort. Les condamnés ont été pendus. L'homme de Piltdown. Le 15 février 1912, Arthur Smith Woodward, gardien de géologie au Muséum d'histoire naturelle, reçoit une lettre de l'archéologue amateur Charles Dawson. Il a informé Woodward de la découverte d'une partie du crâne massif d'une créature humanoïde dans une carrière de gravier à Piltdown. En mai, Woodward a commencé à explorer le site et en a conclu que le fragment appartenait à un homme ancien encore inconnu. Et juste pour que vous compreniez, une telle découverte est un véritable trésor pour tout scientifique. On ne trouve pas des restes humains tous les jours, sans parler d'un être humain complètement nouveau. Woodward et Dawson ont poursuivi leurs fouilles, trouvant d'autres preuves de l'existence de l'homme de Piltdown. D'autres fragments de crâne, une mâchoire à 2 dents, un assortissement de fossiles animaux et des outils de pierre primitifs, c'était une véritable sensation. Woodward fit une construction du crâne et le 21 novembre 1912, le journal Manchester Guardian publia un article sur la découverte remarquable dans le Sussex. Le matériel indiquait que la créature à laquelle appartenait le crâne vivait probablement il y a 1 million d'années et que c'était le premier ancêtre humain trouvé en Angleterre. La découverte de l'homme de Piltdown fut rapidement annoncée à la communauté mondiale. La découverte qui devait être le chaînon manquant dans l'évolution entre l'homme moderne et les singes a fait sensation. Nous n'entrerons pas dans des détails ennuyeux et nous vous dirons seulement que l'homme de Piltdown aurait pu changer beaucoup d'idées sur l'évolution. Même les scientifiques les plus sceptiques ont reconnu la crédibilité de la découverte, mais malheureusement, elle s'est révélée fausse. Les os étaient vieillis artificiellement et peints de la couleur du gravier de la carrière et les dents qui appartenaient en fait à un orang-outan avaient été légèrement meulées pour donner un aspect plus humain. L'homme de Piltdown se composait des ossements d'un homme moderne et d'un orang-outan également moderne. Le 21 novembre 1953, le Natural History Museum de Londres annonçait officiellement que cette découverte sensationnelle n'était qu'un canular. Les casques à cornes vikings. Comment imaginez-vous les vikings? Ils ont des barbes, des boucliers ronds, probablement des haches ou des épées et bien sûr des casques à cornes et plus les cornes sont grandes, mieux c'est. Certes, les féroces guerriers du Nord ont montré leur dureté de cette façon. Cependant, les historiens qui examinent attentivement les tombes de Vikings insistent sur le fait que les casques à cornes n'ont jamais été retrouvés, sérieusement, pas un seul. Bien qu'ils aient trouvé des lieux de sépulture bien conservés, les archéologues n'ont trouvé qu'un seul casque viking et n'avaient pas de cornes, mais pas parce qu'elles étaient tombées, mais parce qu'il n'y en avait pas dès le départ. Après tout, au combat, ces éléments seraient non seulement inutiles, mais même dangereux. Un casque avec des cornes est beaucoup plus facile à saisir pour l'ennemi. D'où vient donc cette étrange image des Vikings? On pense que les artistes romantiques scandinaves de la seconde moitié du 19e siècle sont responsables des cornes. Par exemple, l'artiste suédois August Malmström a représenté ses ancêtres vikings avec des casques à cornes. En 1876, inspiré par ses peintures, Carl Emil Doppler créait des casques à cornes dorées pour les personnages de l'opéra de Wagner, le cercle de Nibelungen, et ils restèrent ainsi dans l'histoire. Les armures lourdes.
Puisque nous parlons de casque, faisons attention aux autres détails de l'équipement d'un chevalier. On croit que l'armure des chevaliers est un équipement en étain très lourd qui protège le corps. Cependant, les histoires de chevaliers qui ne pouvaient pas monter en selle sans l'aide d'un écuyer ou qui ne pouvaient pas se relever seuls s'ils étaient abattus du cheval ne sont qu'un mythe, sauf dans les cas où ils avaient reçu un coup sur la tête. L'équipement des chevaliers, de la première armure de maille à l'armure de plaque qui viendrait plus tard, permettait une liberté de mouvement suffisante pour combattre l'ennemi. Le poids total de l'armure n'est dépassé généralement pas 30 kg et elle était repartie de façon très uniforme sur tout le corps, ce qui rendait l'armure plus légère qu'elle ne l'était réellement. Soit dit en passant, l'équipement moderne des soldats n'est pas moins et parfois même plus grand que celui des chevaliers médiévaux et personne ne dirait que les soldats sont maladroits. Le 4 juillet. Le jour de l'indépendance aux États-Unis est célébré le 4 juillet pour commémorer la signature de la Déclaration d'indépendance. Il s'agit d'un document historique spécial dans lequel les colonies britanniques d'Amérique du Nord ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne. Mais en fait, c'est un peu compliqué que ça. Le 4 juillet a en effet quelque chose à voir avec la déclaration d'indépendance. C'est le jour où la déclaration a été adoptée mais non signée. Malgré la prévalence de ce mythe auquel croient même les citoyens américains eux-mêmes, les historiens rejettent catégoriquement la signature de la déclaration le 4 juillet. Ils prétendent que la plupart des délégués ont signé la déclaration le 2 août, mais ce n'est pas une raison suffisante pour reporter la fête, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous tombez des nues, pas vrai? On avoue que le mythe de Loch Ness était quelque peu effrayant, vous ne trouvez pas? Faites-nous part de vos commentaires. Alors, pour répondre à la question posée, il s'agit de l'arbre. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.